Nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Théodore Stanton, manager chez Haussmann Consulting Group. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors, on va revenir sur la correction qu'on a eue quand même sur les marchés depuis maintenant le décembre, enfin depuis fin de l'année. On a eu un fort rebond vendredi. On pense qu'aujourd'hui, on devrait avoir une confirmation du rebond avec notamment le Nikkei qui a pris plus de 7%. Vous, comment est-ce que vous analysez en tant que gérant, comment est-ce que vous analysez l'évolution des marchés? On a l'impression que aujourd'hui, tout le monde est un petit peu perdu. Très forte correction, des rebonds, enfin, ça bouge beaucoup quand même. Ouais, effectivement, par rapport à cette fin d'année où il y a toujours l'impression de window dressing, d'habillage, en tout cas des résultats sur le mois de décembre, avec une baisse de liquidité, janvier a été extrêmement violent. On se rappelle tous du premier jour avec l'ouverture sur le marché chinois, je dirais, qui a ramené tout le monde sur place. L'idée, c'était effectivement, il y avait un certain nombre de nouvelles qui n'avaient pas encore été totalement intégrées, notamment sur le marché américain, sur les marchés asiatiques. On a vu des mouvements extrêmement forts, effectivement, en termes de baisse. Historiquement, le janvier 2016 retrouve assez peu de comparables sur les 50 ou 70 dernières années. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. En comparaison, les chiffres économiques ne sont pas si mauvais, donc il y a beaucoup d'anticipation, beaucoup d'estimation. On entend parfois des choses très forte comme hypothèse, une récession aux États-Unis sur 2016, il y a peut-être un mouvement d'exagération. Et donc finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un petit peu de calme au milieu de cette tempête, avec effectivement, alors la situation japonaise qu'on a ce matin est un peu plus spécifique, puisque finalement c'est la déception sur le PIB qui est le catalyseur, puisque qui dit PIB mauvais, dit éventuellement encore un échec de la politique d'AB et qui dit éventuellement nouvelle intervention de la BOJ. On en parlait beaucoup déjà la semaine dernière avec la force, enfin le renforcement du yen japonais qui a fait 125, 113 en l'espace de quelques semaines, donc un mouvement extrêmement fort et inversement un échec économique. C'est vrai qu'on a beaucoup d'éléments qui perturbent également les marchés. Vous avez parlé en effet des États-Unis, le risque de récession. Avant, on était surtout sur la Chine, en effet, sur le ralentissement chinois, sur la baisse du pétrole. Alors c'est vrai que ce sont des éléments qui impactent encore les marchés. Mais c'est vrai que les États-Unis, ce ralentissement américain, commence à vraiment inquiéter les marchés. Est-ce que une récession, c'est un scénario que vous envisagez? Pas du tout. Non. Alors, il y a finalement... Quels sont les éléments moteurs qui sont mis en avant pour parler d'une récession aux États-Unis? C'est la contagion finalement qu'on voit des marchés asiatiques notamment, avec le ralentissement de la demande. Alors on parle beaucoup des excédents de capacité disponibles, que ce soit dans l'industrie, mais aussi sur le commerce international avec tous les indices de fret. On parle aussi beaucoup évidemment de la contagion vis-à-vis du secteur bancaire avec la hausse de tous les spreads de crédit. Donc tous ces éléments finalement rappellent tout ce qu'on a sur le tightening monétaire, sur ce resserrement des conditions monétaires qui contraint l'activité. Mais aujourd'hui finalement si on s'intéresse aux données à très haute fréquence, donc données macroéconomiques hebdomadaires, ou finalement même des données plus traditionnelles, on a eu les ventes au détail la semaine dernière aux États-Unis vendredi, ces chiffres étaient extrêmement bons. Donc finalement on est dans cette logique-là que peut-être que l'économie va croître effectivement moins fort en 2016. Alors, on était plutôt autour de 2,2, 2,4 sur les 5 années précédentes. Probablement que 2016 sera la première année où on sera plutôt entre 1,8 et 2,2. Sur le pétrole également, c'est donc un autre élément qui marque les marchés, les investisseurs en tout cas. On a parlé d'accords entre les membres de l'OPEP et non-OPEP. Ça c'est quelque chose, on en parle, parfois ça fait très longtemps qu'on en parle, mais il ne se passe pas forcément toujours grand-chose. C'est quelque chose qui pourrait arriver selon vous ? Qui pourrait du coup peut-être faire remonter le prix du pétrole? Aujourd'hui, on est toujours dans une configuration où les États-Unis n'ont pas vraiment ajusté leur production. Ils sont montés au plus haut à 9,5 millions de barils jour. Aujourd'hui, ils tournent plutôt autour de 9 millions de barils jour. Et finalement, le vecteur d'ajustement, c'est les importations de pétrole vis-à-vis de l'extérieur. Donc, ça veut dire le Canada, ça veut dire le Mexique, mais ça veut dire évidemment tout ce qui est Moyen-Orient. Donc, on est dans une situation qui est clairement d'excédent d'offres. Donc aujourd'hui, évidemment, on est dans une configuration où s'ils veulent maintenir les prix et éviter de continuer de l'accumulation de stocks. Si on regarde les stocks historiques et qu'on regarde les variations, par exemple à Cushing, qui est le plus gros entrepôt aux États-Unis, on voit qu'on est sur des niveaux qui sont extrêmes. Après, c'est extrême, on parle de plusieurs jours de consommation en plus, 3-4 jours. Ce n'est pas forcément non plus une année de consommation.
Et vous pensez du coup là qu'on a atteint maintenant le prix plancher? C'est vrai qu'on dit beaucoup que finalement on a plus de potentiel de hausse maintenant sur le pétrole que de baisse et que certains gérants commencent à revenir d'ailleurs sur certaines valeurs pétrolières. Est-ce que c'est aussi votre cas? Vous pensez que maintenant on est plus sur une tendance plutôt vers la hausse? On voit en tout cas un changement d'environnement par rapport à ça. On a une communication qui est beaucoup plus ouverte. Avant, on disait que c'était l'OPEC qui cherchait à détruire le noyau de production américaine. Et finalement, aujourd'hui, on est dans un équilibre de puissance qui fait qu'on a peut-être trouvé effectivement ce point d'entente qui, pour certains États, est le point mort au niveau de leur budget. Donc on pourrait commencer à avoir une configuration où on voit effectivement la courbe des prix futurs commencer à s'améliorer. Ouais. Cette semaine, ce qui sera important à suivre, ce sera les minutes du FOMC. On aura aussi la BCE qui va se... Je crois qu'on aura une réunion de la BCE cette semaine également. C'est ça? On va voir les minutes. Les minutes de la BCE et de la Fed. Exactement. Et alors, ce qui est important, c'est de voir qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les marchés ne regardent plus du tout, vraiment, les banques centrales. On sent vraiment qu'il y a une crédibilité qui est partie. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir des annonces particulières, notamment dans les mois qui viennent? Alors, évidemment, on attend beaucoup de la BCE, évidemment, puisque le dernier discours de Mario Draghi était dans ce sens-là, qu'on pouvait imaginer une baisse de taux supplémentaire. Alors aujourd'hui, c'est aussi un des facteurs qui a handicapé énormément le secteur bancaire sur la baisse des marges, et notamment tout ce qui est dépôt à la BCE en excès, pour lequel les banques perdent en rentabilité, bien entendu. Donc finalement, est-ce que ça va suffire? C'est là la question pour les marchés pour trouver une nouvelle dynamique. Une baisse de taux d'une dizaine de BP ou un BP aura assez probablement peu d'incidence, à part évidemment encore pour le secteur bancaire. Ce que le marché va attendre, c'est l'hypothèse d'un agrandissement du plan d'achat du quantitative easing européen. Vous ne pensez pas qu'il y a trop d'attentes finalement des marchés? En tout cas, on a eu trop d'attentes aujourd'hui, qui maintenant, c'est vrai qu'il il y a des déceptions, et ce qui justement explique ces fortes variations sur les marchés. Bien sûr. Le premier élément, c'est la Fed. On a été habitué à un cycle extrêmement favorable de la Réserve fédérale. Aujourd'hui, le mouvement marginal qui a été fait en décembre d'une hausse des taux a réduit un tout petit peu ce phénomène. Ça a été un petit peu un catalyseur. On connaît la BCE pour avoir beaucoup de discours et finalement pas forcément beaucoup de réalisations derrière. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'attend à ce que la BCE fasse un petit peu le minimum. Et finalement, le grand espoir reste encore notamment la Banque du Japon, qui, elle, a souvent la main ouverte sur les mains et prêt à injecter des liquidités quand il faut. Donc tout ça, finalement, c'est un environnement plutôt favorable, l'injection de liquidités pour les marchés actions. Est-ce que vous êtes positif sur les marchés actions? Qu'est-ce que vous recommandez? Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit le plus souvent, c'est de la recommandation sur l'Europe, puisque c'est là où finalement on a encore un des plus beaux relais de croissance. Il y a évidemment quelques disparités géographiques. On voit l'Espagne qui en général est le pays le plus favorable. Et on a évidemment le cas de la Grèce avec son PIB la semaine dernière, qui est toujours évidemment en queue de peloton. Sur les États-Unis, on commence à revoir de l'intérêt. C'est vrai que cette baisse, couplée à finalement des chiffres de vente de taille qui sont relativement bons, on a tout ce qui est transactions immobilières qui est relativement très bon. Le fret, qu'il soit portuaire ou sur tout ce qui est rail, est relativement bon. Donc on a comme une robustesse sur ce premier trimestre, ce qui fait que les anticipations de croissance sont plus proches de 2%. L'inflation corps est à 2%. L'inflation, le headline, l'indicateur principal, va rebondir un petit peu vers les 1%. Donc on est quand même sur une croissance nominale aux États-Unis qui est relativement forte et qui, aujourd'hui, on regarde des nouvelles valorisations qu'on a, de la destruction de valeurs sur quelques licornes et autres biotechnologies, finalement, qui étaient sur des pricing extrêmes, ramène finalement un petit peu de bon sens sur l'ensemble des valeurs. Donc du potentiel sur les actions américaines et les actions européennes. Pour terminer, juste les thématiques à privilégier. Alors, nous, on va toujours regarder le secteur clé qui va être la consommation, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Évidemment, un stock picking très particulier sur l'énergie, comme vous en parliez. Il y a éventuellement des potentiels. On peut retrouver ce potentiel-là sur les émergents.
on voit quelques mouvements d'accalmie. On a une amélioration. On a l'exemple par exemple du Brésil où malgré une chute très forte des importations et des exportations, on trouve finalement cet équilibre maintenant au niveau de la balance commerciale. On commence à voir quelques PMI se stabiliser. Donc on est plutôt finalement dans une configuration où on peut imaginer qu'une partie des mauvaises nouvelles pourrait être derrière nous, pour certains de ces secteurs en tout cas. Très bien, merci beaucoup Théodore Sainton, manager chez Haussmann Consulting Group. On passe à la suite de Direct Marché.